Non, je vais pas parler de Star Wars 9, non. Non, non, non. Déjà parce que j'aurai l'occasion, je pense, d'en parler très prochainement. Mais ensuite, voilà, j'ai pas envie de faire une critique pour faire le buzz, pour dire que c'était mauvais, que c'était nul à chier, et m'énerver en vidéo pour le plus grand plaisir de tous, mais également pour le plus grand plaisir de ma chaîne. Non, je vais pas faire ça. J'ai vu Star Wars 9, les 20 premières minutes sont cool, et après c'est de la connerie. Voilà. Si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à me lancer sur Twitter. On peut faire un fluide débat, mais j'ai pas envie d'en parler en vidéo, j'ai pas envie de parler de ça. Mais l'idée que Star Wars 9 sort cette semaine au cinéma, et est sorti cette semaine au cinéma, ça m'a donné envie de parler d'un autre film, qui n'est pas encore sorti en salle, que vous pouvez trouver sur les internets, mais que je vous conseille d'aller voir en salle. Il sort, il me semble, le 18 mars 2020 ou le 20 mars, ou tout ce genre. Il sort mi-mars. Voilà. Et c'est Lucy in the Sky de Noah Hawley, il me semble. Donc ça sort vraiment le 18 mars 2020 et c'est Noah Hawley, donc qui a fait la série Légion, quelques épisodes de la série Fargo, qui s'est jamais vraiment prêté au film. Il est toujours resté dans le domaine de la série et c'est, je pense, son premier gros film. S'il n'a jamais fait avant, sinon c'est son premier film. Bref, Lucy in the Sky, réalisé par Noah Hawley, est porté par Natalie Portman, John Hamm, Dan Stevens, Zazie Betts et Ellen Burstings. Je connais pas, mais il fallait que je dise un autre nom parce que j'ai dit et. Est un film sur une ancienne, enfin sur une astronaute qui a déjà été voir dans l'espace, etc. Et qui, après, donc dans son retour sur Terre, se rend compte que sa vie est en train de se déchirer à petit feu devant elle, et elle va essayer de chercher une certaine forme de rédemption et essayer de retrouver cette liberté qu'elle avait dans l'espace. C'est l'histoire vraie de Lucy, je sais plus comment elle s'appelle, on va pas me le dire, de Lucy Cola. Et ce que j'ai beaucoup apprécié avec le film, c'est que même si c'est une histoire vraie, ben on n'a pas l'impression que c'est un biopic, on n'a pas l'impression que c'est le drame biopic sur la vie de quelqu'un. Non, Noah Hawley a réussi à rendre ce film, qui est une histoire vraie et qui raconte l'histoire de cette Lucy Cola, à le rendre comme un film, comme quelque chose que même si on n'aurait pas dit que c'était une histoire vraie, bah, ça aurait pu être crédible, ça aurait pu être une aventure de personnage. Et ça, c'est surtout dû au fait que quand on a un biopic basé sur un personnage, etc., on a une certaine forme de gimmick qui revient pour la majorité des films, c'est-à-dire des chants contre chants, quelque chose de très linéaire, quelque chose de très écrit. Voilà, c'est l'histoire de cette personne, et on va vous raconter que ça, que ce soit en matière de scénario ou même en termes de réalisation, on a quelque chose de très linéaire qui est très biopic. Voilà, sauf quand c'est un Scorsese ou un Spielberg qui va raconter ça, mais je veux dire, en termes de biopic, voilà, on a quelque chose de toujours très plat, linéaire. Et là, il a réussi à rendre un film à part entière. Après, j'étais un peu réticent quant au film, car on est dans une période où les films dans l'espace, ou qui parlent de l'espace, ou ce qui se passe dans l'espace, enfin, des films spatials pullulent sur nos écrans. Vous prenez dans notre décennie, au niveau des films sur l'espace, rien que ces 3 dernières années, on en a eu déjà la masse. Mais la masse, il y en a toujours 2, 3 qui sont nominés aux Oscars, mais même après que tu regardes les petits films indépendants, etc. Enfin, moi, ce qui me vient en tête, là, j'ai Life, First Man, Ad Astra, Interstellar. Il doit en avoir encore à tous les Aliens, Covenant. Enfin, voilà, tous les films qui parlent de l'espace, que ce soit en matière de films d'auteur, en matière de blockbuster, là, récemment Star Wars. Voilà, c'est un domaine qui fascine, cette décennie en tout cas, ou même les décennies avant, mais c'est quelque chose de très moderne de parler de l'espace et de fasciner les gens avec cette liberté qu'on a au-dessus de nous, au-dessus de notre planète. Et, ou même pour parler de dépression, mais voilà, ça pullule, et moi personnellement, c'est pas un truc qui me plaît. Moi, Interstellar, je m'en fous. First Man, je l'ai même pas vu. Ad Astra, voilà, j'en ai fait un refast. C'est cool, mais j'ai pas été investi dedans. Life, c'était plutôt sympathique, mais bref, c'est pas non plus le film de la décennie. Enfin, voilà, j'ai toujours soit apprécié ou soit pas du tout, mais
à aucun moment je vais rentrer totalement à 100% dans le film. Donc voilà, moi j'ai regardé ce film-là dans le sens où c'était Noah Hawley et d'après ce que j'avais vu de certains épisodes de Légion ou dans la série Fargo, c'était c'était un mec qui savait maîtriser la caméra. Et mon dieu, quel pied, ce Lucy in the Sky est le premier film que j'ai vu de l'année 2020, en tout cas si je prends l'année de sortie en France. Et ça promet parce que c'est déjà, je pense, un film qui va concurrencer le top de fin d'année 2020 déjà, dans le sens où c'est quelque chose d'assez original dans la façon de faire et d'assez touchant et émotionnellement fort dans la matière écrite, que le tout forme quelque chose de simple, mais en même temps beau, poétique et grandiose à la fois. Et cette notion de grandiose n'est pas interprétée par des événements, par des actions. Cette chose de grandiose est interprétée juste par la réalisation, avec Noah Hawley qui va constamment pendant le film s'amuser avec ses ratios de cadres, en passant du 16/9 au 4 tiers en format panoramique. Il y a des fois des cadres qu'on a presque jamais vus dans le cinéma. Il va s'amuser avec tout ça, avec des effets visuels, notamment dans le jeu du ratio, etc., pour nous faire dévoiler des sentiments et un sentiment de grandiose. Car quand le personnage va penser à l'espace, on aura le format 16/9, le format très libre, qui laisse beaucoup d'espace, qui laisse beaucoup de liberté. À partir du moment où elle va être avec sa famille sur Terre, complètement, pour un bonne partie sur Terre, enfermée par son boulot, enfermée par son mari, enfermée par sa fille, enfermée par les gens qui l'entourent, le format va être en 4 tiers. Et une fois qu'elle va être dans un espace libre, mais avec des gens qui sont un peu plus qui a force pas à s'exprimer complètement, on va avoir une sorte de format panoramique qui va être quand même bloqué, mais pas sur les côtés, mais plus par le dessus et les dessous. Donc voilà, toute cette maîtrise du cadre m'a fasciné, et surtout qu'il s'amuse des fois à passer du format panoramique au format 4 tiers et ensuite 16/9, tout ça en un plan séquence qui rend vraiment bien. Et franchement, c'est une beauté pour les yeux, mais un truc phénoménal. Après, on n'a pas que ça, on a ici des moments très contemplatifs, mais sans être vraiment chiants, parce qu'on a des moments contemplatifs dans Ad Astra, etc., qui durent, avec une musique certes très très belle derrière, mais qui à la longue peut nous faire chier si franchement on rentre pas dans le film. Alors que là, c'est vraiment des moments contemplatifs, mais avec des paroles derrière, avec des sujets de discussion, et l'histoire a toujours l'impression d'avancer, et on a toujours l'impression que les personnages se développent de plus en plus, et changent constamment d'émotions avec beaucoup de cohérence. Donc franchement, même si dans les moments contemplatifs, l'histoire avance et les plans paraissent tous toujours aussi beaux, parce que quand elle rallie sa vie maintenant à sa vie passée qui était dans l'espace, on a des plans des fois qui se coordonnent entre ces deux univers. Et quand elle va regarder à la fenêtre, un astronaute va être en reflet sur la baie vitrée, et on va avoir toute une confrontation au plan. Il y a un très beau jeu sur les chants contre chants aussi, parce que les chants contre chants peuvent également dire beaucoup de choses pendant ce film là, mais j'ai déjà expliqué ça dans une précédente vidéo, donc je vais pas réitérer ce que j'ai dû dire. Ouais, on a des trucs vraiment très bien foutus en matière de réalisation. Ah ouais, il y a une scène aussi où elle va regarder tout ce qui se passe autour d'elle, et sauf que tout ce qui se passe autour d'elle est pareil comme une grande voix. C'est vers le milieu du film, j'ai pas envie de vous spoiler la scène, j'ai pas envie de vous expliquer la scène, mais voilà, elle va regarder un peu tout ce qui est autour d'elle, elle va continuer à avancer, alors que le décor derrière va reculer au fur et à mesure, comme si c'était un tunnel. Cette scène-là, trip total, c'était un truc phénoménal. Et on a également beaucoup d'effets sonores, que ce soit dans la musique, ou même des bruitages, ou même des effets rajoutés par-dessus, qui pareil, jugent des fois le personnage, tout comme la caméra va juger le personnage en prenant des vues très lointaines, des vues très lointaines, non, je sais plus, des vues très lointaines, va prendre vraiment un point de vue très lointain au personnage, pour limite poser un jugement de ce qu'elle aurait peut-être fait dans l'espace, etc. Ou des fois pour dire que elle était mieux dans l'espace, tout simplement, parce que là, tout ce qui se passe à côté d'elle, c'est
c'est chiant, hein. Autant être seul en train de regarder la Terre que peut-être d'être sur Terre en train d'être seul à regarder la Lune. Bah bref, c'est un peu le message tout en, et là on va parler du scénario, critiquant le rêve américain, car c'est une sorte de... Elle est partie dans l'espace, en ayant vécu en Amérique, elle est partie dans l'espace, et quand elle est revenue, quelques mois plus tard, même quelques années, c'est comme si elle était en réinsertion dans la société américaine, dans le sens où elle a vécu autre part pendant très longtemps, et cette réinsertion va interpréter le rêve américain, c'est-à-dire la belle maison avec le chien, la copine, enfin le chien, la fille, le copain, le collègue trop charmant, le boulot de rêve, enfin voilà. Sauf que ça va le film va continuellement critiquer ce rêve américain par différents actes que vont avoir les personnages et différentes actions que vont avoir les personnages envers cette Lucy Cola. Donc même en termes de scénario, c'est bien avancé et la finalité est vraiment très très belle, très très touchante parce que elle arrive enfin à se... Non, je vais pas spoiler, non, non, mais je veux dire, à la fin, elle arrive enfin à vouloir cette forme de liberté qui était constamment exprimée par le cadre. Elle arrive à l'avoir, elle arrive à s'y mettre dedans et à être heureuse dans ce qu'elle fait, malgré les actions futures euh, qu'elle regrette, peut-être. Voilà. Et ça se résume parfaitement avec un dialogue entre elle et une application de traduction d'apprendage du français. C'était une faute totalement logique. Tapez Monsieur Pouel sur YouTube, vous allez comprendre l'apprendage du français. Mais voilà, j'ai voulu faire une vidéo sur ce film qui sort dans 3 mois, hein, que vous pouvez peut-être voir dans des formats qui ne sont pas très Charlie, mais je vous conseille, cette vidéo je la fais pour juste vous conseiller d'aller voir ça en salle, parce que moi je vais aller le voir en salle, parce que cette expérience de changement de format, ces scènes qui sont constamment dans la contemplation, mais également toute cette ambiance sonore mérite à tout prix d'être vue dans le cinéma, surtout qu'après on a des performances d'acteurs juste fous. Nathalie Portman, auquel j'ai pas beaucoup aimé ses derniers films, le dernier film de Nathalie Portman où j'ai vraiment trouvé fabuleuse, c'était Black Swan. Le reste après auquel elle a joué, j'ai pas trouvé que son jeu était ouf. Jackie était une horreur absolue en matière de jeu d'acteur. Donc voilà, Nathalie Portman n'a pas brillé pour moi depuis Black Swan. Et là, franchement, elle revient avec un rôle très peps, très pumpsy, très jeune, ce qui lui va parfaitement bien sans avoir cet effet pleurnichard, etc. Enfin, son développement de personnage et le personnage qu'elle joue est paraît très très crédible grâce à son jeu, et on a des très bonnes confrontations entre elle et John Hamm, par exemple. Donc le jeu d'acteur est également très très bon. Enfin, c'est un film que je vous recommande d'aller voir en cinéma, en salle, le 18 mars 2020, s'il sort au cinéma, parce que j'ai très peur qu'il sorte sur une plateforme de streaming comme Amazon Prime, je pense. Il me semble qu'aux États-Unis, il est déjà sur Amazon Prime, donc je peux pas vous dire. Mais j'espère à tout prix qu'il va sortir au cinéma, et attendez avant de le voir, parce que c'est quelque chose à aller voir en cinéma, pas voir sur votre PC. Je l'ai fait, je vais pas vous dire le contraire, mais je vais aller le revoir en salle au cinéma et je vous montrerai la preuve, parce que j'ai envie de le faire découvrir à mes potes, à mon entourage, parce que c'est un très très bon film. Pas comme ce Star Wars 9, hein. Pas comme ce Star Wars 9. Voilà, c'est pas non plus... Si vous devez favoriser un film dans l'espace, allez voir celui-là, il est très cool. Bref, j'espère que cette critique vous aura plu, ça m'a fait très plaisir. Je viens de me rendre compte que j'étais peut-être en train souvent de regarder le retour caméra, c'est juste pour une seule chose. Je regarde, étant donné que j'étais dans l'autofocus pendant toute la critique, alors que d'habitude je suis en focus manuel. Donc j'ai voulu juste voir si ça buguait souvent, si le flou, etc. Parce que j'ai pas envie de retourner à la truc. J'ai pas envie de retourner à la vidéo, tout simplement. J'ai pas beaucoup de temps. Je m'excuse pour les 3 semaines d'absence depuis l'interview. Si vous n'avez pas vu l'interview, je vous recommande d'aller la voir. Vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport au métier de directeur de la photographie. Voilà. On se retrouve prochainement pour parler de plusieurs films, étant donné qu'on approche de la fin d'année et qu'on va parler des flops, des tops et des attentes pour 2020 et du bilan de la chaîne. Voilà, 4 vidéos.
À mon avis, une vidéo collection va risquer d'arriver. Vous avez peut-être vu la bibliothèque. Rappelez-vous, il y a un mois, quand vous avez ce plan-là, c'était pratiquement que des DVD. Maintenant, ce plan-là, c'est pratiquement que des Blu-ray. Vous allez voir, j'ai pas chômé. N'hésitez pas à me mettre des films que vous conseillez pour de 2019, hein, pour les top flops, parce que je les tourne dans, à mon avis, une semaine. Donc voilà, prévoyez de quoi m'alimenter pendant une semaine, parce que je suis en train de faire une petite session rattrapage pendant ce temps. Et voilà. Sur ce, si les top flops ne sortent pas avant la fin d'année, je vous souhaite déjà une bonne fête de Noël, étant donné que je pense pas qu'il y aura une autre vidéo qui va sortir avant Noël. Et sur ce, allez voir Lucy in the Sky, allez voir d'autres films au cinéma. Il y a quoi qui est bien au cinéma en ce moment? Je sais pas, Les Misérables, c'est très bien Les Misérables. Sinon, Jumanji est cool, Star Wars 9 pue la merde. Et un dernier film, je conseille un dernier film, Luan. Ah, il faut que j'aille voir le The Lighthouse aussi. Donc je ferai pas mes top et mes flops avant d'aller voir The Lighthouse. Voilà, c'était la fin de la critique sur Lucy in the Sky. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve prochainement. Nouvelle critique, nouvelle vidéo, n'importe quoi. Hop. Et ciao, bye bye. Putain, ça se voit que j'ai pas tourné de critique depuis un mois déjà. J'ai tout perdu, tout.